J'ai un obus qui tombe à 50 mètres devant moi. Comme j'avais des personnes qui faisaient des messages d'adieu, je me suis dit qu'il faut que j'en fasse un aussi. Et là, on arrive avec cette route à découvert, et là, on est vraiment dans un film, en fait. Il me tape sur l'épaule, il dit « tu cours ». Je suis dans une mauvaise partie de cache-cache, quoi. Ah ouais. Sauf que là, si je suis trouvée, c'est pas, je suis éliminée. Il faut avoir du sang-froid pour que le cerveau puisse prendre la bonne décision en 1 seconde. Parfois, ça peut être est-ce que je vais à droite ou à gauche. Salut à tous, bienvenue sur Press Room. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette chaîne, vous découvrez le témoignage exclusif de journalistes qui font l'actualité et ils vous dévoilent les coulisses de leurs tournages les plus risqués. Aujourd'hui, on reçoit la reporter de guerre Charline Hurel. Ça fait 4 ans qu'elle couvre les guerres et les conflits pour TF1. Dans cet épisode, Charline vous raconte pourquoi elle a choisi de prendre la route de la mort en Ukraine, comment elle a fait pour échapper à une attaque de drone et pourquoi elle choisit parfois de se mettre en danger pour informer. Si vous aimez savoir comment s'abrique l'information, abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver Press Room en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Ça tourne avec Charline Hurel. Encore un drone kamikaze russe. Les soldats l'abattent. On bouge, on bouge. Les Ukrainiens la nomment la route de la mort. Constamment sous le feu russe, les troupes du Kremlin mènent une offensive pour récupérer la région de Koursk. Alors que les évacuations se poursuivent, un obus tombe à côté de cette embarcation à quelques mètres de l'arrivée. Le repli est difficile car les Russes tentent de frapper chaque véhicule avec leur drone kamikaze. Salut Charline. Salut. Merci beaucoup d'être venue sur Press Room. On est hyper content de te recevoir. Tu reviens tout juste de Pologne, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis arrivée il y a 2 jours. D'accord. Pour un reportage avec les Rafales français qui sont déployés là-bas. Toi, t'as toujours voulu être journaliste? Non, pas du tout. C'est arrivé assez tardivement. En réalité, j'ai d'abord voulu être avocate et je voulais défendre à peu près toute la terre entière. Ensuite, j'ai voulu m'engager dans l'armée. D'accord. Ça m'est très vite passé aussi. Et puis, à un moment donné, avec mes études de philosophie, je me disais, mince, j'ai pas envie d'être prof de philosophie. Et je vais être journaliste, parce que j'ai aussi envie de contribuer à reporter l'information. Et voilà comment je suis arrivée, plus ou moins là. Et comment tu t'es retrouvée reporter de guerre? Alors, j'ai pu faire des reportages sur les terrains de guerre avec le début de l'invasion en Ukraine. D'accord. Parce que là, il fallait beaucoup de monde. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bah pourquoi pas. Moi, j'avais envie d'y aller. Et donc, on m'a offert cette chance. Et je n'aime pas le terme reporter de guerre. Pourquoi? Parce que je pense quand on est reporter, on est simplement reporter. On doit tout faire, c'est-à-dire à la fois les terrains de guerre, mais aussi la station-service. C'est important de tout faire. Et toi, tu t'es quand même spécialisée ces dernières années sur la guerre en Ukraine, c'est ça? Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller 18 fois. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va 18 fois dans le pays, on commence à connaître assez profondément même leur culture, les nuances dans la société. Donc, c'est un dossier que je suis. Après, j'ai fait aussi d'autres reportages en Israël, en Libye. Mais oui, on peut dire que l'Ukraine, c'est une spécialisation aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que t'aimes justement dans ce genre de terrain? Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi tu as décidé de te spécialiser là-dedans? C'était quelque chose que j'avais en moi. C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je crois qu'avant tout, tu as envie d'aller là où c'est très difficile d'accès pour aller recueillir la parole. C'est-à-dire là, moi, c'était des civils qui sont toujours au milieu d'une ligne de front avec de multiples bombardements, savoir ce qu'ils ressentaient. Et puis après, il y a le côté des soldats aussi. Qu'est-ce qu'ils vivent? Des personnes qui étaient absolument pas militaires, qui s'engagent. Ils étaient maçons. Ils se retrouvent sur la ligne de front, ce qui est quand même pas rien. Et donc, nous, on est là en se disant, moi, mon rôle, ma mission que je me suis donnée, c'est d'aller montrer ça aux Français alors qu'ils sont à 2000 km. Et ça n'a pas été difficile, toi, en tant que femme, de demander à ta rédaction, à LCI, c'est ça, tu as commencé à LCI, maintenant tu es sur TF1, de dire, moi j'ai envie de couvrir la guerre en Ukraine. Comment ils l'ont pris? Alors moi, c'était inné. Je suis vraiment arrivée là comme si j'allais dire demain, je vais à la boulangerie. Je dis non, mais je veux aller en Ukraine. Ouais. Et je pense que le plus compliqué, c'était pour eux parce que depuis, on va dire les 20 dernières années, on envoyait souvent des reporters qui étaient quand même chevronnés. Là, avec cette guerre-là qui rebat complètement les cartes, la rédaction et la direction doivent prendre la décision d'envoyer des jeunes journalistes qui n'ont pas ces expériences-là. Et ce ne sont pas des reportages qui sont basiques parce que quand on y va, on a aussi une chance, on sait, c'est la guerre, de pas revenir. Donc pour eux, la responsabilité, elle était énorme de se dire, est-ce qu'on l'envoie ou pas? Elle a pas d'expérience.
Et puis finalement, à un moment donné, au bout de 3 semaines, ils se disent, allez, on tente. Attends, on attend. Ça ressemble à un drone. Ah ouais? Ouais, le bruit, c'est ce qu'on entend, non? T'es obligé de reconnaître chaque bruit. Chaque bruit est important à analyser parce que quand t'es sur la ligne de front, tu vas savoir si c'est un danger ou non. D'accord, donc tu arrives à reconnaître quoi comme bruit, par exemple? Parfois, j'arrive à reconnaître le type de munitions. Ouais. Donc, est-ce que ce sont des obus? Bon, les grades, ce qu'on appelle les missiles grades, c'est facile, c'est des missiles, des roquettes qui sont tirées. Ouais. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Les mortiers, qui sont des munitions qui sont plus petites et lancées à moins grande distance. Donc quand on reconnaît que c'est un mortier, on sait qu'elle a été lancée à 3 km. D'accord. Ça veut dire que en face, ils sont à 3 km, donc ils sont plus proches. Les drones, le type de drone. Et tu sais comment réagir selon le bruit, finalement, du coup? Ben, ça va très vite. Alors en fait, je pense que c'est plutôt quelque chose pour nous rassurer parce que parfois quand on entend la munition qui part de l'autre camp, c'est-à-dire qu'ils sont très proches, Ouais. en réalité en 1 seconde, t'as déjà le sifflement. Donc, Ouais. Donc non. t'as pas vraiment le temps de réagir? Juste le temps de se mettre à terre. Ouais. Quels sont les avantages ou les inconvénients que tu peux retrouver quand tu te retrouves en terrain de guerre du fait d'être une femme? D'abord les avantages parce qu'il y en a beaucoup. Quand on est une femme, les hommes qu'on a en face de nous et surtout dans une société comme l'Ukraine qui est assez patriarcale, va percevoir plutôt le côté maternant, doux. Et donc ce côté-là va permettre d'aller parfois aller dans des discussions où on va beaucoup plus pouvoir leur demander toi, t'es sur le front, tu as eu je ne sais combien de bombardements, comment tu te sens? Est-ce que t'es épuisé? Ouais. Et là, il va se livrer plus facilement. Et puis l'inconvénient, ce serait celui que les hommes ont envie de nous protéger. Nous surprotéger. Ouais. Parce que ça, c'est dans leur société. Et alors là, ce qui est compliqué, c'est de devoir parfois batailler pour aller sur le front. On était dans une zone où les Russes venaient de se retirer de la région de Kiev. Et dans cet endroit, je vois les militaires et vraiment, il me dit non, mais on n'est pas à Disneyland ici. Et là, je les regarde et bon, moi, je me laisse pas faire dans ces moments-là. J'ai dit, ah ben justement, je cherchais Mickey, il est où Et là, en fait, le mec me regarde et ça s'est quand même terminé par une photo à la fin du reportage où il me fait un baiser sur la main, en grand seigneur. Donc voilà, il y a eu plusieurs fois comme ça où un peu plus tard, on était dans un moment où il y avait des inondations à Kherson. Et le militaire, fallait aller très vite. Le militaire, il me dit non, mais je vais pas prendre des femmes. On était 2 femmes. Je vais pas prendre des femmes. C'est trop dangereux. Il dit, tu sais. Et puis il me regarde, il me dit, tu sais où t'es là? Il dit, est-ce que t'as compris où t'étais? On est sur une ligne de front, là. Et là, je le regarde, j'ai dit, écoute, moi, j'ai fait la bataille de Bakhmout. Et j'ai dit, je crois pas qu'on soit rencontrés là-bas. J'ai dit, tu veux vraiment qu'on en parle? Et là, il a regardé et il a dit, bon, allez, c'est parti. Parfois, il faut jouer un peu, mais c'est aussi dans leur société. Puis, c'est très dangereux aussi. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. Mais globalement, je dirais que c'est quand même plutôt un avantage. Dans quelle situation, depuis toute ta carrière, t'as le plus flippé? Le plus peur, j'ai eu l'attaque à Kherson. Je suis avec la JRI, journaliste reporter d'Images, Charlotte Lefettet. Et donc, il y a ces inondations à Kherson. Donc, Kherson, c'est un endroit en Ukraine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une ville qui est au bord d'une rivière et qui était russe. En fait, quand les Russes sont arrivés, ils l'ont tout de suite conquis. Les Ukrainiens l'ont reprise. Et en fait, la particularité de Kherson, c'est qu'il y a la rivière, les Russes sont juste derrière, donc on est à 2 km de distance. D'accord. Il y a un barrage qui explose, la ville est inondée. Il faut sortir les civils, donc on fait une évacuation de civils. D'accord. Et à ce moment-là, on doit splitter les équipes. Charlotte est dans le bateau avec ce mec-là pour aller faire les évacuations. Moi, je suis à terre, je regarde et là, j'ai un obus qui tombe à 50 mètres devant moi, dans l'eau. Un obus tombe à côté de cette embarcation, à quelques mètres de l'arrivée. C'est important parce que s'il était à tomber sur terre, ça aurait fait beaucoup plus mal. Et là, dans ma tête, je me rends compte et je me dis, waouh, là c'est très proche, on est visé, ce sont des civils qui sont visés et ça va continuer. Et là, il faut trouver un endroit à l'abri, sauf qu'en fait, on n'en trouve pas. Et là, pendant ce temps-là, on a les obus qui filent et ça dure 40 minutes d'attaque. 40 minutes pour trouver un... Alors, on trouve un abri, on trouve pas un abri, c'est-à-dire qu'on rentre dans un bâtiment. Et à ce moment-là, juste avant, parce qu'on est tout le temps, toutes les 30 secondes, on est à terre parce que ça tire. Et là, il y a des Ukrainiens qui disent, il y a un drone. Donc là, on comprend qu'il y a les Russes qui regardent dans le bâtiment dans lequel on rentre. Et là, on est 200 personnes à être dans un couloir. Donc on n'est pas à l'abri, enfin, il y a simplement des murs. Et là, en fait, on comprend qu'on va être visé. Et en effet, pendant 40 minutes, on est visé, ils nous touchent jamais. Et là, je crois que ça a été vraiment le plus difficile. J'avais d'autres confrères journalistes français qui étaient avec moi. Moi, j'étais en boucle. J'étais très calmement, j'ai dit,
Là, c'est très compliqué ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Là, c'est très compliqué ce qu'on est en train de vivre. Et quand tu comprends que ça fait déjà 150 fois que tu l'as dit, que tes confrères te disent « Bon, c'est bon, on a compris que c'était très compliqué », tu te dis « Bon, là, ça va pas ». Sur les visages, la terreur. L'incertitude de ce qui peut advenir. Comme j'avais des personnes qui faisaient des messages d'adieu devant moi, Oui, ça tu le filmes. je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'en fasse un aussi ou... Ah ouais. Il y a un peu ce moment en me disant, est-ce qu'il faut que je contacte ma mère ou pas Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? Et j'espère qu'elle verra pas ça. Je viens de me rendre compte. Ouais. Ma mère, je lui ai pas dit, par exemple, sur ce reportage ce qui s'était passé. Et j'arrivais pas à lui dire. Et 2 jours après, j'arrivais toujours pas à lui dire. Heureusement, elle regarde pas la télé. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait tous ses collègues qui venaient la voir. Ça va, Christine? Tu vas bien? Et puis au moins, un moment, elle me dit, mais pourquoi vous me dites tout ça comme si j'étais malade? Et il dit, non, mais t'as vu ta fille, c'était chaud pour ta fille, là. Et je pense que j'ai eu encore plus peur de la réaction de ma mère ensuite que des drones russes. Mais non, c'est compliqué pour eux. Après, ils ont toujours su que je voulais faire ça. Ils me font confiance. Comme ils me le disent, ils dorment pas bien quand je suis là-bas. Ouais. Mais parfois, on s'écrit pas pendant 5 jours et c'est ok. Ils sont pas du tout paniqués. Ils ont confiance. Ils sont du métier ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Rien à voir. J'ai une personne dans ma famille qui fait ce métier-là. Donc, je suis la première et c'est pas plus mal parce que ils connaissent pas, ils découvrent avec moi, c'est très bien. Comment tu te prépares quand tu dois partir en Ukraine? Qu'est-ce que tu prends dans ton sac? Un livre. Un livre? Alors non, en fait, Esther, il faut que je te dise ça. C'est compliqué pour moi parce que normalement, quand on part sur des reportages compliqués, on est censé être au maximum allégé. D'accord. Et moi, j'ai toujours 3 à 4 livres dans mon sac. Et en plus, c'est des gros livres, c'est des t'as le temps de Stendhal. lire? Mais pas du tout, je les ouvre pas pendant la mission. Des Stendhal, ouais. Ouais. Le rouge et le noir, quoi. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Et tu vois, j'avais Alexandre Dumas là avec moi. Et en fait, c'est vraiment très particulier parce que en fait, je perds de la place comme ça, mais j'ai besoin d'avoir 4 livres avec moi. Je sais 4? pas. Ah oui, minimum. Donc 3 ou 4. Ça pèse. Ouais. Et tu les lis pas? Non, c'est pour en faire Ça te peut-être dans rassure? l'avion au début. Ça te rassure? Oui, je me dis qu'en fait, j'ai un moyen de m'évader si j'ai besoin. D'accord. Comme si j'allais me faire 3000 pages avec les journées qu'on a, mais pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai repéré chez moi. Et la dernière fois, je me suis dit que c'était très bête et que j'allais enlever les livres et j'ai pas réussi. Donc je pense qu'il y a quand même un truc à éclaircir. Et après, c'est surtout le matériel de sécurité, gilet pare-balles et la pharmacie, le garrot. Moi, j'ai au moins 3 ou 4 garrots sur moi. D'accord. Donc c'est pour faire s'il y a une blessure de guerre. C'est pour stopper les hémorragies. Donc essentiellement ça. Tu t'es formée justement au premier secours et tout ça? Bien sûr. C'est obligatoire? Et la chaîne dans laquelle je travaille ne nous laisse pas partir si on n'est pas formé à ça. Et c'est normal parce que s'il y a un membre de l'équipe ou si moi-même j'ai une blessure due à un obus, il faut que je puisse me poser un garrot. C'est ce qui va sauver la vie en fait, le garrot. D'accord. Donc il faut absolument qu'un membre de l'équipe le fasse ou que moi je puisse me le faire à moi-même. Ouais. Est-ce que tu es mieux payé en tant que reporter de guerre qu'un reporter classique? Non. Est-ce que tu as une prime de risque ou Non. quelque chose comme ça? Il n'y a plus de prime de risque, du moins pour la chaîne, mais je crois que c'est plus ou moins la même chose pour les autres chaînes depuis un petit moment. La raison avancée, c'est qu'ils n'ont pas envie qu'on parte sur ces terrains-là pour l'argent. Parce que c'était des primes qui étaient assez conséquentes. Bon. Mais c'est bien parce que ça veut aussi dire que quand on le fait, beaucoup de Français doutent de plus en plus sur le journalisme, sur les reporters. Et moi, je le dis, en fait, ce métier, je le fais vraiment par passion. Parce que je le fais clairement pas pour l'argent. C'est important de dire non, quand je vais là-bas, oui, je risque ma vie. Mais je n'y vais pas pour l'argent, clairement pas. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de ton reportage que tu as fait sur le Donbass, au cœur de la bataille des drones kamikazes. En fait, on y va en se disant, il y a toute cette problématique, vous savez, Trump et Poutine se rencontrent quelques jours avant en Anchorage pour parler peut-être d'une paix, et Poutine dit, je veux la région du Donbass, c'est la région dans l'est de l'Ukraine, je veux toute cette région-là, c'est une des négociations. Donc on part avec cette idée, et il se trouve qu'on l'a vu, nous, la guerre évoluer avec les drones de plus en plus. Donc on va aller filmer la guerre des drones. Mais en fait, je suis tout le temps en train de suivre cette guerre, de près ou de loin. Je savais à quoi m'attendre, mais je pensais même pas que ce serait à ce point-là. Et donc on arrive sur le front, et en fait on roule tellement vite sur la route qu'on sait qu'à chaque moment peut y avoir un drone qui vient prendre la voiture. Et dès lors qu'on arrive, on est vraiment tout de suite mis dans le bain. On n'a pas de fixeur avec nous à ce moment-là, parce qu'il faut être très peu nombreux. Donc là, les mecs nous parlent quasiment pas, il faut les suivre. Et là, tout de suite, on part en courant. Et on part en courant dans la forêt, mais alors là, je m'attendais même pas à ça, moi. Je dis, oh là là, s'il faut courir comme ça dans la forêt, je sais pas sur combien de mètres. Ouais. Ça va être dur déjà. Dans le Donbass, la marche est périlleuse, discrète, pour rejoindre une position ukrainienne, l'une des plus proches des Russes, à 3 km.
nous sommes au cœur de la bataille des drones. Obligation de porter ces marquages verts, celui des Ukrainiens, pour être identifié. Bonjour, moi c'est Charline. Bien, Charline. Et puis on arrive dans l'abri et on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, tout de suite, les soldats sont pas bien parce qu'ils pensent que la voiture qui vient de nous lâcher a été frappée par un drone et que le chauffeur est mort. D'accord. Donc déjà, on arrive dans un contexte et après, ça va être ça pendant 48 heures. Et c'est-à-dire que dès qu'on sort, on fait la première mission avec un robot terrestre. Ouais. On a un drone. Tout de suite, on entend ce bruit. On se met à l'abri, donc dans un trou de fortune. Ouais, c'est un petit trou. On tient un 4 là-dedans, c'est miraculeux. Et là, le drone part. Enfin, il fait mine de partir. Et donc les soldats ressortent. Et en fait, là, le drone fonce. Il revient. Et la chance qu'on a, c'est qu'il tombe à côté. Parce que s'il était tombé sur nous, on était morts. Moi, ce que j'ai eu comme sensation, Esther, je me suis dit, en fait, je suis dans une mauvaise partie de cache-cache, quoi. Ah ouais. Et sauf que là, si je suis trouvée, c'est T'es pas, mal je suis barré. éliminée. Ouais. Ça se passe mal pour moi, quoi. Ouais. Et en fait, chaque mission d'heure, et c'est là où nous, on a aussi voulu montrer le travail de ces soldats qui n'étaient pas militaires de carrière, des cuisiniers avant, ça fait 6 mois qu'ils sont sur le front. Et ils vivent dans des conditions absolument abominables, où dès qu'ils mettent un pied dehors, même pour, pardon, mais faire leurs besoins, parce qu'il y a aussi ça, la vie dans une tranchée, hein. Il y a un drone qui les attend pour aller les frapper. Et donc ça, c'est la réalité de la guerre aujourd'hui. Il fallait le montrer parce que même dans les armées, les autres pays, que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des guerres où il y a des affrontements comme on a pu voir avant avec des obus, etc. On est sur une guerre où chaque pas est devenu visible et qu'en fait, on ne peut plus sortir, sinon c'est la mort assurée. Mais on a fait un bond technologique quand même. Là, à un moment donné, il y a une séquence où vous entendez un drone et vous vous arrêtez comme ça. C'est ça. Et on l'entend autour, quoi. Et là, on l'entend, et en plus, on sort, parce que c'est un bruit. Vous savez, c'est des drones comme les touristes ont, hein. C'est des petits drones. Comme nous, on utilise. Comme nous, on utilise pour travailler. Pour faire des images. Sauf que la grenade en dessous, elle est un peu plus explosive, quoi. Et en fait, ce drone, on l'entend au bruit, et ça fait vraiment, on l'entend dans le reportage, hein. C'est psychologiquement aussi, hein, cette chose à gérer. Et c'est vraiment du harcèlement. Et donc, il faut s'arrêter. Ils portent une charge explosive, se jettent sur leur cible pour la détruire. Un autre nous repère. Et moi, à un moment donné, j'ai mon tronc d'arbre. Et en fait, je vois qu'au-dessus de moi, à droite, il n'y a pas de feuillage. Et je vois le drone et je me dis, oh, si le drone se décale, je dis, ça se trouve, il me voit et là, ils fonce sur moi. Et en fait, en faisant ça, j'ai mon genou qui glisse du tronc d'arbre. Et je me dis, oh. Et on est vraiment dans chaque seconde qui compte en se disant, et là, mon corps se préparait à avoir la blessure. Allez vous cacher. Le drone nous cherche. Excuse me. Semble passer. Par chance, il explose à côté. J'avais même conditionné mon corps en étant complètement raide et en disant, peut-être que ça va faire mal. Normalement, il faut jamais penser à ça. Et là, c'est vraiment la petite partie où normalement, il faut pas rentrer. C'est une petite musique qui commence à venir. Normalement, on doit lutter contre ça. Et s'il explose là, je vais peut-être mourir là. Là, je me le dis une fois. Il faut pas te dire ça. Surtout pas. Alors là, puis là, parce que en fait, ça veut dire que pendant que je suis en train de penser à ça, je suis même plus en train de penser à ce qui est en train de véritablement se produire. Et là, en une seconde, j'arrive à switcher et à me dire non, mais on arrête et on continue la mission. Le drone part. En fait, je me reconnecte dans ces moments-là. À quoi ? Là, je regarde, j'ai le soldat, donc je regarde sa tête. Il est très jeune, il a 19 ans, le soldat. Hein. Ouais. Je regarde sa tête et puis après, je regarde autour. J'avais des feuilles mortes. Donc c'est pas drôle, mais j'ai dit il y a de la nature autour de moi. Et en fait là, on se remet dans la réalité et ça se fait en une seconde. Hein. Puis là, on se dit bon, c'est bon, on y va là. Il y a quand même un moment où c'est très chaud, où ils décident de vous exfiltrer. On comprend qu'on va pas nous évacuer normalement, c'est-à-dire qu'on va nous évacuer avec un gros blindé à cage. Donc ça veut dire que la situation s'est forcément détériorée en 2 jours, quoi. Ouais. Et on entend des tirs au fur et à mesure. Et donc on part, on fait même pas tout le trajet dans la forêt. On a aussi 2 ou 3 drones à ce moment-là. Et là, on arrive avec cette route à découvert. Et là, on est vraiment dans un film, en fait. Hein. Il me tape sur l'épaule, il dit tu cours. Ouais. Et donc en fait, quand je traverse cette route, je me dis juste
Charline, faut pas que tu tombes. Moi, je suis un peu Pierre Richard en plus, faut Ah quand ouais, même le dire. t'es maladroite. Donc là, je me dis, Charline, t'as vraiment quelques mètres à faire, mais ne tombe pas, ne te prends pas les pieds dans les pieds, parce que là, c'est chaud, quoi. Ouais. Il y a tout qui se passe mal, on a tout à ce moment-là. Il y a des drones qui arrivent, et puis ensuite, on a un tir d'une munition, puis on roule sur une mine. Ah ouais, vous avez roulé sur une mine avec la voiture. Ouais. Donc là, heureusement qu'on était dans un blindé, c'est ce qui nous sauve. Ouais. La chance aussi qu'on a eue, c'est que la roue est complètement explosée. Normalement, on ne poursuit pas le trajet. Hein. C'est comme et en fait, la voiture, enfin le blindé, l'énorme blindé parvient à nous sortir de la zone. Mais si on n'avait pas pu rouler, on aurait dû faire plus de 4 heures de marche à découvert avec les drones qui seraient. On aurait 90% de chance d'y passer. Ah ouais. Ouais. Pour rejoindre la voiture qui nous attend. Bonjour. Bonjour. L'humour pour affronter la mort. Le véhicule roule sur une mine. Aucune blessure grâce au blindage. La roue, elle, a explosé. Enfin en sécurité. Effroi dans chaque regard. Le soulagement aussi. Du retour à la vie. Et on a quand même des professionnels, hein, le mec qui conduit, il est rodé, quoi. Ouais. Et si on avait dû tous marcher sur cette route-là, pour sortir de la zone, on avait quand même plusieurs kilomètres à faire. Ben là, on avait les drones qui venaient nous taper, après c'était facile. Donc, en fait, on a aussi eu de la chance, on a été avec des personnes qui savaient faire ça. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait de partir. En fait, les soldats avec qui on fait le reportage pour nous évacuer, prennent des risques pour nous amener jusqu'au point d'évacuation. Ils l'auraient pas fait s'ils avaient pas dû nous évacuer. Là, pour moi, ça a été le pire, je crois. Me dire, s'il leur arrive quelque chose, je me le pardonnerai jamais. Et la deuxième, j'ai un peu d'émotion. Et la deuxième chose, c'est le chauffeur. Ce trajet-là, il le fait au moins 2 fois par jour. D'accord. Je sais pas. En fait, le mec, 2 fois par jour, il sait même pas s'il va revenir. Voilà. Moi, c'est des choses. Pour moi, c'est de l'ordre de l'inhumain, quoi. Comment tu mesures les risques sur le terrain ? La prise de risque, elle s'évalue, mais parfois, c'est vraiment du feeling, c'est de l'instinct. Ouais. Moi, j'ai déjà eu à l'instinct, on était en route pour un reportage, et là, je le sens pas. Je le sens pas du tout, le truc. Et là, Physiquement, tu le sens ? Ouais, j'ai une oppression. Une ça m'est oppression. arrivé 2 fois, il y a une fois où ça a été réel. Ouais. Donc, la première fois, j'ai fait demi-tour. Et là, j'ai dit... T'as dit, on n'y va pas ? J'ai dit, l'équipe, dans ce cas-là, c'est une concertation. Vous le sentez, vous, ou pas ? Moi, je dis... Les autres me disent oui. Moi, je dis non. Et là, c'est frein à main, pam. S'il y en a un qui est pas d'accord, et on a eu raison parce qu'en fait, il y avait un assaut russe qui était mené là où on devait aller. Donc ça... Wow. Et la deuxième fois, on l'a senti sur une route avec ma collègue où en fait le fixeur savait pas conduire sur le front. Et tu sais, la route en Ukraine, il y a beaucoup de trous. Et là, en fait, il se met à aller à fond. Ah oui, fond la caisse. il y a une manière de conduire. Ouais. Souvent, quand il peut y avoir des attaques, il faut aller vite. Mais là, je sais pas pourquoi, il va à fond. Et surtout, il y a beaucoup de trous. Et là, je me dis, non, mais attends, on va perdre la roue. Et si on perd la roue au milieu de nulle part, on est foutu, en panne, quoi. Ouais. Et donc là, puis là, on lui dit... Et en fait, là, tu sens au fond de toi une oppression, mais t'arrives presque plus à respirer. Et là, moi, je dis stop. Et là, il me regarde, il me dit quoi ? Mais il dit, on est sur le front, on peut pas... Je dis stop, tu ralentis. Ma collègue dit, putain, j'ai eu la même sensation, on stoppe. Ouais. Et en fait, devant nous, il y a des obus 2 minutes après qui tombent sur la route. Donc, si on avait été à la même distance, on aurait été dessous. Ah oui, t'as la vista quand même. Et là, on s'est dit, c'est marrant, on a dit, bon, l'instant est bon là. Incroyable quand même. Incroyable. Oui, surtout qu'après, en plus, quand ça tombe devant nous, on n'est pas dedans, mais en fait, après, ça continue quand même. Il faut quand même passer parce qu'on se doute bien que l'attaque va se poursuivre. Et en fait, il y a un obus qui tombe sur le champ d'à côté quand on passe. Et tu sais, c'est comme dans les films, t'as la terre qui recouvre la voiture. Ah, purée. Et là, t'es tu dis, c'est moi, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, c'est pas possible. Ah oui, tu te le dis quand même. Non, mais je serais bien avec mes amis en terrasse, là. Bah ouais. Alors, il y a eu un autre reportage que tu as fait en Ukraine qui s'appelle La route de la mort. Bon, donc, comme son nom l'indique, c'est un endroit ultra dangereux. Pourquoi En plus, tu t'expliques que normalement, c'est interdit aux journalistes. Ouais. Donc, déjà, toi, comment t'as fait pour obtenir cet accès et pourquoi t'as fait ça? C'est à un moment donné où il y a une offensive russe très importante parce qu'ils récupèrent leur territoire à Soulja, où les Ukrainiens étaient. Ouais. Et toute la zone est fermée aux journalistes. Et alors moi, parce que je suis journaliste, quand on me dit que c'est interdit, enfin que c'est pas interdit, c'est que c'est fermé aux journalistes,
c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il faut aller voir. Alors, on prend beaucoup de temps avant de faire ça. On a 2-3 péripéties d'ailleurs au passage. Vas-y, raconte. Non, mais on doit aller sur cette zone. Moi, je connais les routes par cœur en Ukraine et en fait, on arrive à un checkpoint, mais on ne sait pas encore que la zone est fermée. C'est là où on l'apprend en fait. Et en fait, ça met 1 heure à prendre les papiers. Ça se passe jamais. On est en fait, la nuit est tombée, parce qu'on reste beaucoup de temps. Et en fait, il y a un drone russe qui arrive à ce moment-là et c'est en fait qui survole le checkpoint. Et là, en fait, les mecs se tendent. Là, ils sortent tout de suite les kalash. Ils essayent de tirer sur le drone. On se met dans une tranchée. Enfin, le truc qui était un simple contrôle de papier. Ça part en vrille. Ouais, ça part complètement en vrille. Il y a un deuxième drone qui arrive 10 minutes après. Ensuite, les mecs cherchent s'il n'y a pas des Russes qui sont infiltrés à la lampe torche. Enfin, et donc là, on comprend que en fait, la zone, elle est complexe. Donc elle n'est pas sûre du tout. Elle n'est pas sûre. Et donc, évidemment, ils nous laissent pas passer. On repart. Et donc, on parvient à avoir cet accès. Parce que moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille en Ukraine, donc j'ai des personnes, des militaires qui me disent d'accord. T'as des contacts, quoi. J'ai des contacts, ouais. Tu commences à avoir un bon réseau dans les militaires. Ils te connaissent, ils savent que tu travailles bien et tout ça, donc ils te laissent des accès. Voilà. Et notre fixeur aussi, avec qui on travaille depuis, donc c'est la 3e personne qui nous aide à travailler, qui est ukrainien. Quand on met tout ça en œuvre, on parvient à approcher la zone. Et au-delà de cette zone, qui est une région qui est fermée, le pire, c'est la route qui mène au front, qui est là complètement fermée. Donc c'est la route de la mort. La route de la mort. Et là, c'est pareil, on parvient à passer. Et donc là, on est sur cette route, on est les seuls. En fait, il y a que des militaires autour de nous. Et là, on commence à filmer de la route de la mort. Il y a tellement de drones qu'en fait, il y a 4 drones russes qui attendent que les voitures passent pour les taper. Ouais. Donc il y a rien qui peut passer ou enfin comment? Si, parce qu'alors heureusement ils peuvent pas taper toutes les voitures, mais il y a quand même un grand nombre de voitures sur le bas-côté. Et si tu te fais taper par un drone, c'est fini? Ouais. Même avec une voiture blindée? Enfin, moi j'y connais rien. Voiture blindée, c'est mieux. C'est ce qu'on a. C'est mieux. On va être un minimum protégé. Avec une voiture normale dans laquelle on était, clairement, ça se passe pas bien. T'étais dans une voiture normale, toi? Civile. Mais c'est un truc de fou. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il fallait montrer ce qui se passait. En fait, on n'avait pas d'informations du côté ukrainien non plus, et il fallait montrer ce qui se passait. Il y avait une retraite ukrainienne, sauf que personne ne voulait communiquer dessus. C'est quoi une retraite? Une retraite, ce sont les soldats ukrainiens qui sont en train de quitter leur position et de reculer, mais de reculer beaucoup. Et donc, ils veulent pas communiquer là-dessus? Non. Parce que ça veut dire qu'ils sont en train de perdre un petit peu. Voilà. Et donc, on parvient à faire le reportage et on voit en effet des soldats qui sont en train de revenir, des chars qui reviennent. Bref, en fait, on a toutes ces infos. Et on rentre et puis voilà, 4 jours après, je reçois un petit message, un petit mail des autorités ukrainiennes qui ont dit « Bonjour Madame Murel, vous avez enfreint le règlement. On va vous enlever votre permis de travail. » Aïe. Ce qu'on appelle une accréditation militaire. Ouais. Et donc on a perdu... Enfin, il y a eu une procédure pour évaluer ce qu'on avait fait, mais ce qui est tout à fait normal. Et donc, pendant 3 mois, je n'ai pas pu retourner en Ukraine parce que je n'avais pas ce papier-là qui me le permettait. Parce que tu avais pris cette route? Parce qu'on avait été dans une zone qui est fermée. Et puis qu'en plus, vous avez raconté quelque chose qui arrangeait pas forcément les Ukrainiens. Et donc, ensuite, tu as réussi à récupérer ton accréditation? Exactement, on récupère cette accréditation parce qu'ils regardent les conditions, parce qu'on s'est aussi justifié on est quand même dans un contexte de guerre, donc il faut comprendre que chaque image qui est capturée dans une zone qui est fermée, ça peut être potentiellement des images qui peuvent être reprises par les Russes pour faire du renseignement. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens ont dû s'assurer qu'on n'était tout simplement pas des espions russes, en fait. On est quand même dans un pays où et ce qui est normal, parce que c'est ce qui se passe, il y a énormément d'espions russes, tout est en psychose. Donc là, il y a des journalistes qui font ce reportage-là qui est journalistiquement, on a été faire notre travail. Mais dans le contexte de guerre, c'était compliqué pour les Ukrainiens. Et donc, il a fallu leur expliquer, parler, dire qu'on n'était pas là pour faire du renseignement, mais pour simplement faire notre métier. Et donc, j'ai pu récupérer mon accréditation. C'est pour ça, d'ailleurs, je me posais la question, dans ton reportage dans le Donbass avec les drones kamikazes, il y a des endroits qui sont floutés. Oui. Alors, c'est pour pas protéger. Des gens. Non. C'est pour protéger, parce qu'on est dans ce qu'on appelle à ce moment-là dans des positions. Et si nous, on ne floute pas ces éléments qui sont remarquables, c'est-à-dire que si on laisse l'image telle quelle, les Russes savent exactement où sont les soldats. Et où sont les abris. Exactement. Si on ne floute pas ça... Et comment tu sais ce que tu dois flouter ou pas flouter? Alors nous, on le sait assez automatiquement maintenant, parce que ce qu'on floute à ce moment-là, c'est tellement repérable sur une carte. Ça peut être des bâtiments. Ouais. Ça peut être des poteaux électriques. En fait, aujourd'hui, avec les satellites, etc., on peut voir
tout ce qu'il y a dans une ville. Donc, ça va être des éléments qui font que si on regarde la carte, on va savoir qu'on est à cet endroit-là. Sinon, moi, les personnes avec qui je tourne sont mortes 3 jours après. C'est une sacrée responsabilité. Hein. Exactement. Et il y a eu des fois où ça n'a pas été fait par certaines chaînes internationales. Et il y a eu des cas de bombardement avérés. Parce que c'est facile, et c'est pareil côté russe, hein, quand il y a des personnes qui filment, ça donne des positions, bien évidemment, qui vont aller bombarder derrière, les Ukrainiens. C'est pareil, l'un des deux côtés, c'est la guerre. Donc il faut absolument protéger, et c'est notre métier quand on est journaliste, on doit protéger nos sources. Et bien là, c'est pareil. On peut faire une bêtise qui demain va faire que ces personnes-là vont mourir. Enfin, il faut vraiment être vigilant, mais constamment. C'est beaucoup de pression quand même. Faut faire attention, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais après, t'as l'air bien, toi. Oui, parce que je te disais, moi je suis contente quand je passe un super moment, c'est très bien quoi. Mais non, mais oui, parce que ça fait partie de mon métier. En fait, mon métier, c'est pas simplement d'aller prendre l'avion et d'aller découvrir des gens, de kiffer ma vie, c'est pas ça, tu vois. Sinon, j'aurais fait un autre métier, j'aurais fait aventurière. Mais mon métier, c'est d'avoir d'abord une responsabilité. La première, c'est de donner l'information et de pas me tromper. C'est une rigueur, c'est d'avoir la curiosité pour aller apporter ce que des personnes en France n'ont même pas idée de ce qui se passe. Et après, c'est aussi de protéger mes sources. Mais là-dessus, je serai toujours... c'est mon point d'honneur. Je protège les personnes avec qui je travaille et qui me parlent. Même si ça peut être des personnes qui ont fait des choses mal dans leur vie. Moi, je suis pas là pour juger, en fait. Ce qui m'importe, c'est que toutes les personnes qui travaillent avec moi aient confiance en moi. Et je dois les protéger. Mais c'est une mission de vie pour moi, ça. Donc, je vais bien parce qu'en fait, je sais... T'es carré, t'es droit dans tes bottes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la seule truc qui pourrait faire que ça vacille, c'est pas tout ce que j'ai vécu, etc. La seule chose qui peut vraiment me faire vaciller, c'est s'il y a une erreur à ce niveau-là. Quand je te dis, ma plus grande peur quand les soldats nous aident à évacuer, nous exfiltrent, c'est s'il leur arrive quelque chose. Je te jure, Esther, que là, pour moi, dans ma tête, ça se serait très mal passé. Ouais, mais en vrai, ce serait pas de ta faute. Bah si. Bah non, parce que... C'est ce qu'ils m'ont dit, parce que j'en ai parlé avec eux, les soldats, après. Ils t'ont dit quoi? Et ils m'ont dit, non, mais en fait, nous, on veut que le reportage y sorte. Bah voilà. Et oui, mais non, parce que si on n'avait pas été là à ce moment-là, non, mais je ne peux pas être, même si c'est indirect, je ne peux pas être responsable de la mort. En fait, mon métier, c'est de rapporter tout ça et c'est de protéger jusqu'au bout ces personnes. Il est hors de question qu'il arrive quelque chose, ce qu'on appelle, nous, des personnages. C'est les personnes qui sont au centre de nos reportages. Hors de question. On dit que partir justement sur les terrains de guerre, au bout d'un moment, il y a comme une espèce d'addiction à l'adrénaline qui se crée. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, toi? Moi, l'addiction à l'adrénaline, pour l'instant, non, parce que j'ai toujours très peur. Après, je vais pas te dire qu'évidemment, quand tu fais ces reportages, si tu as envie d'y retourner, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu es accro à l'adrénaline, à la fin, tu y vas pour les mauvaises raisons et c'est peut-être là où tu peux basculer. J'ai pas envie d'être déconnectée de la réalité parce que c'est une réalité dans un moment T, mais c'est une réalité qui n'est pas normale. La guerre, ce sont quand même souvent des dirigeants qui lancent des offensives avec des populations civiles au milieu. Ce n'est pas une réalité normale. La réalité normale, c'est celle qu'on connaît, nous, ici, dans une société en paix. Et souvent, on nous dit, quand on revient des terrains de guerre, mais mes amis me rencontrent des problèmes dans leur vie, et je dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Ils disent, mais Charline, avec ce que tu vis, je peux pas, c'est ridicule. Et ça, je ne veux pas. C'est pas normal. Quand on rentre en France, on est 100% avec le problème des Français, de nos amis français, dans un pays en paix. Et oui, en fait, la machine à café qui déconne, c'est un problème qui est grave pour la personne à ce moment-là. Et on s'en fout de savoir ce qu'on a vécu là-bas. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas être accro à ces terrains-là. Comment tu fais, toi, pour te protéger psychologiquement? T'as vu des morts, t'as vu des cadavres, t'as assisté à des scènes de grand désespoir. Comment tu fais pour te protéger? C'est une question, je pense que c'est venu naturellement parce que l'être humain a cette faculté absolument fabuleuse que de pouvoir se protéger naturellement. Je n'ai jamais voulu être la journaliste distante, c'est-à-dire que quand je suis avec ces personnes-là, je suis à 3000% avec eux. Donc moi, il m'est déjà arrivé de pleurer en interview avec eux. Et c'est pas grave parce qu'on est des êtres humains et je partage la douleur, c'est mon rôle. Mais quand je repars, souvent on met la musique à fond dans la voiture. Où tu voudras, quand tu voudras. Et en fait, on essaye de faire un sas de décompression pour se dire, on quitte ça, c'est important parce que sinon, on peut plus donner l'information comme on peut. Mais c'est pas facile. Sur les cadavres,
Après, on sait qu'on va en voir, donc il y a aussi quelque chose qui fait qu'on se met dans... On se conditionne. Pour moi, c'est pas forcément la vue des cadavres qui a été le plus difficile. C'est plus le témoignage des vivants. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais les cadavres, c'est pas beau à voir, surtout quand ils sont déchiquetés. Mais le témoignage des vivants, la détresse absolue, je crois que c'est ça le plus difficile à gérer. Et de laisser les personnes, quand on part et qu'on les laisse, nous, on a la chance, on revient dans un pays en paix. Ouais. Et je crois que le plus dur, in fine, il est là. Si tu fais ces reportages-là, c'est que quelque part, tu sais que tu vas pas rapporter la paix dans le monde, mais t'en as quand même envie. Enfin, si tu fais ces reportages-là, c'est que t'as quand même envie de montrer ce qui se passe pour que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Et quand tu laisses ces gens-là, et que tu ne sais même pas s'ils vont pas mourir dans 2 jours, t'es presque en échec. Donc il faut pas trop y penser. T'as l'impression d'être plus vivante, en fait, du fait de couvrir la guerre? Ouais. Et c'est un point d'honneur. Je dis pas que parfois il y a pas des moments où psychologiquement, forcément, tu vas un peu plus mal, mais tu dis, mais quelle chance j'ai d'être dans ce pays en paix quand je vois sur la route, parce que quand tu conduis ta voiture, t'es dans les bouchons, tout le monde qui klaxonne. J'ai envie de dire, mais vous avez de la chance de pouvoir klaxonner dans les bouchons. Et en fait, parfois, c'est pas facile, t'as envie de t'énerver aussi, mais t'as besoin de te rappeler de ça en disant, il faut absolument qu'on se reconnecte à ces moments-là, et simplement pour faire honneur aussi personnes que moi j'ai rencontrées qui n'ont plus ça. Et c'est un vrai, pour moi, c'est un élan. Ouais, c'est vivante. Ouais. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir. Est-ce que c'est facile d'avoir un amoureux quand on est reporter? Alors pas de guerre, mais quand on part souvent à la guerre. C'est une question que beaucoup de monde pose. Je crois qu'elle intéresse et c'est normal. C'est des métiers où il faut simplement trouver une personne qui va accepter que oui, on va pas toujours être là pour les anniversaires, pour les événements marquants, et qu'on peut partir aussi en 1 minute. Moi, je peux être appelée en disant, bah là, il faut que tu pars dans un avion. Alors qu'on avait peut-être prévu un dîner en amoureux. Mais ça se trouve, ça c'est des compromis. Le plus difficile en réfléchissant à cela, c'est plutôt que moi, dans ma vie professionnelle et dans les terrains que je peux faire, je vibre énormément. Et je suis quelqu'un qui initialement est passionné. J'ai besoin de vibrer dans ma vie. Et je ne peux pas concevoir que dans ma relation amoureuse, je vibre moins que dans ce que je vis sur ces terrains-là. Et c'est peut-être simplement ça où il faut aller trouver l'équilibre, de se dire, bon, ok, là c'est normal en fait qu'on vibre pas. On peut pas plus vibrer que toutes ces personnes qu'on rencontre. Et donc, il faut trouver... en fait, il faut être bien en se disant, oui, bon, bah parfois, il va y avoir un peu de routine et c'est normal, c'est pas très grave. Et sauf que c'est le plus compliqué. Donc, quand on fait ces terrains-là ou quand on a ces métiers-là, ça peut être ça ou un autre, faut un minimum vibrer dans la vie amoureuse. Et je pense que c'est pas toujours simple pour la personne en face à gérer. Tu cherches une intensité, en fait. Mais l'intensité que tu vas ressentir quand tu traverses cette route à découvert avec les drones qui peuvent t'attaquer... J'aime pas celle-là. Non, mais c'est quand même une intensité. Voilà. Je pars d'ici. Ouais, donc on gagne, la voiture. Pour retrouver ça dans une relation amoureuse... c'est ça. Il faut qu'il s'accroche, le gars, quand même. Ouais. Tu nous as ramené quelque chose. Ah oui, une douille. C'est une douille d'un blindé russe. Ouais. En fait, c'est un souvenir de reportage. C'est un moment donné où il y a une offensive et on croise sur la route, on est tout seul, cette fois on n'est pas embed, des soldats qui sont en train de, bon gré mal gré, essayer de ramener un blindé qu'ils ont capturé russe. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pas loin. Et donc on fait un reportage parce qu'on se dit, oh là là, on filme toujours les soldats avec les armes dans les tranchées et tout. Il y a aussi ces gens-là qui sont des mécaniciens et qui risquent leur vie. Et donc on fait ça et ils sont trop contents. C'est la première fois que des journalistes nous interrogent. Et donc quand on part, en fait, il y a un mec qui court à la voiture. On était déjà dans la voiture prêt à repartir. Et il court et il tape et il dit, tiens, il dit en fait c'est pour que tu aies un souvenir de ce qu'on a capturé. Et ça, c'est une douille, c'est-à-dire que c'est de là où sort la munition russe. Celle-là, en fait, je l'ai rapportée. Donc déjà, il a fallu passer la frontière avec polonaise. Ils sont tombés dessus dans ma valise. Ils me disent, c'est quoi ça? T'as pas le droit, normalement? J'ai pas le droit, j'ai interdiction. Moi, j'avais évidemment bien nettoyé. On s'était assuré de ça, pour pas qu'il y ait de résidus de poudre ou quoi que ce soit. Mais même, j'ai pas le droit. Et c'est un objet militaire. Et en fait, je leur dis, là, je fais un peu la bête, parce que je voulais vraiment repartir avec. Et j'ai dit, je sais pas, je l'ai trouvé par terre, mais je pensais que c'était comme un bâton. Et donc là, je savais exactement ce que j'allais en faire chez moi. Et je leur dis, non, mais c'est un vase. Ils me disent, mais c'est pas un vase, tu sais ce que c'est? Ça, ils disent, c'est une douille. Je dis, ah bon. Ah non. Une douille. Ils ont vraiment cru et là, que le mec, si belle. non, mais le mec a
parfaitement compris que je me moquais de lui. Ouais. Mais il s'est dit, bon, allez, cette fois, ça passe. Et je suis rentrée avec. Et donc, pourquoi je te l'ai rapporté, c'est que là, aujourd'hui, maintenant, dans mon appartement, c'est un vase dans lequel je mets une rose blanche. Ah. Et pour moi, c'est un symbole parce que en fait, le blanc, c'est la paix. Et que j'adorerais, voilà, c'est ce que je veux intimement, c'est-à-dire une douille qui a permis de servir, qui a fait la guerre. Ben moi, je mets de la rose blanche dedans. Bravo, félicitations, top. Voilà. Ah, j'adore l'histoire. J'imagine que c'est un objet important pour toi. Ouais. Puis parce que c'est surtout que ces personnes-là, voilà, c'est encore une fois, la guerre, c'est ça, hein, mais de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on a pris des gens qui avaient une vie avant, qui ont des enfants, des femmes, un métier, puis en fait, on les met sur une ligne de front où c'est juste l'enfer sur terre. Et voilà, moi, ça me permet de penser à ça en me disant, mais en fait, je sais pas si les gens se rendent compte tout le temps, enfin, en tout cas, les dirigeants qui font la guerre, s'ils se rendent compte qu'il y a des êtres humains, en fait, qui sont derrière. Hein. Et des êtres humains comme nous, hein, moi, j'ai quand même beaucoup appris sur l'être humain. Je me dis, waouh, quelle force l'être humain peut avoir de supporter de telles situations. Hein. Faudrait que ça s'arrête à un moment donné. Ouais. J'espère. Merci beaucoup, Charline, pour ton témoignage. Franchement, j'ai adoré. Tu repars où bientôt? T'as déjà une idée? Non, on sait jamais. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est l'aventure. C'est ce que je te disais. Non, je ne sais pas. Bonne continuation et merci. Si vous avez des questions pour Charline, postez-les en commentaire. On en sélectionnera 3 et elle vous répondra dans un short qu'on postera sur les réseaux. Merci d'avoir regardé cet épisode. Un grand merci à l'équipe de Press Room qui travaille en coulisses. Nous sommes un média indépendant. N'hésitez pas à nous faire un don sur Tipeee. Vous trouvez le lien en description. À bientôt sur Press Room.